À la jonction de l'Europe et de l'Asie, la Turquie dispose d'un territoire grand comme 1,5 fois la France. Les deux continents entrent en contact au nord-ouest du pays. C'est le site où la ville d'Istanbul s'est établie. La seule issue de la mer Noire vers la Méditerranée est sous le contrôle de la cité, le détroit du Bosphore. La position stratégique de la ville est encore renforcée par la Corne d'Or, un estuaire utilisé comme un port naturel. La ville fut capitale de l'Empire romain d'Orient. L'empereur donna le nom de Constantinople à une cité fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui jusque-là s'appelait Byzance. Après les Romains, Byzance fut la capitale d'un empire qui s'effondra au milieu du XVe siècle. L'empire byzantin ne résista pas à la puissance ottomane. Pourtant, Constantinople ne cessa jamais de faire rêver. Et à l'époque récente de l'Orient Express, le mythe était toujours vivant. Pendant les années 1920, le luxueux train rendit la légende plus accessible aux Européens. En 1923, l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal, dit Atatürk, signifia l'avènement de la République et le remplacement des caractères de l'écriture arabe par les caractères latins. Ankara devint la capitale et Constantinople prit le nom d'Istanbul, inspiré du nom de la vieille ville, Stamboul. On imposa le Coran écrit en turc et le port du vêtement à l'occidental. Istanbul est la plus peuplée des villes turques. 16 millions d'habitants avec l'agglomération. Et un demi-million supplémentaire arrive chaque année de l'intérieur du pays. L'augmentation de la population ne va pas sans problème. La superficie intramuros de la ville est en effet 2 fois plus réduite que celle de Paris. Tous les espaces disponibles sont donc exploités. Pour fuir la promiscuité, la bourgeoisie se fit construire les yalis, des maisons en bois le long du Bosphore. Puis, on construisit en hauteur, une solution qui apparaît aujourd'hui comme une des réponses à la croissance de la ville. La rive européenne ne contient plus la poussée d'Istanbul. Comme des soupapes, les ponts facilitent les échanges. Résultat, le côté asiatique suit la même dynamique et se développe aussi. Sur l'avenue de Bagdad, le regard sur le monde a changé. L'histoire ponctue la ville de témoignages multiples. L'architecture musulmane s'y taille une belle place par ses monuments et la richesse de leurs décorations. L'histoire influence toujours la création artistique et alimente une intense production culturelle. La malchance ne peut rien contre l'œil bleu. Grâce aux gueuses, on évite de croiser le mauvais sort. La route maritime du Bosphore fut encombrée dès l'Antiquité par un trafic intense. À l'importation et à l'exportation, le port d'Istanbul est le premier du pays et le plus important de la Méditerranée orientale. Alors que les ressources de la pêche sont aléatoires, le secteur touristique connaît une progression constante. Le patrimoine est réhabilité et les images des monuments historiques font le tour du monde. Les traditions survivent aussi au quotidien dans les gestes du marchand ambulant de jus de cerise. L'agglomération d'Istanbul s'étire sur une distance de 120 km d'est en ouest. Comme la ville de Rome, elle est établie sur 7 collines. Un relief qui complique la circulation entre les différents quartiers. Istanbul met en œuvre toutes les solutions pour organiser les déplacements, par les voies terrestres, par la voie des airs et par la voie souterraine. Inauguré en 2000, Istanbul dispose désormais d'un métro performant, mais dont le réseau doit être étendu. La circulation des voitures est problématique et les transports en commun n'y changent pas grand-chose. Le taxi collectif, le dolmuş, part lorsqu'il est rempli. Le trafic est aussi intense sur le Bosphore, où les vapours, les ferries, font la navette entre les deux rives. Les télécommunications rapprochent les habitants d'une ville qui a grandi trop vite.
Ici et là, le futur a certes commencé, mais ailleurs, le passé s'attarde. Istanbul, c'est jouer du temps pour rapprocher les cultures et les continents. Istanbul occupe un site exceptionnel qui suscita très tôt les convoitises. L'eau profonde autorise le passage et le mouillage des bateaux d'un fort tonnage. Les premiers occupants des lieux ont vite compris la nécessité de se protéger en élevant des fortifications. Mais le dispositif fut insuffisant pour repousser les Romains qui détruisirent la ville au IIe siècle après Jésus-Christ. Quatre remparts successifs ont été construits. Quand la cité se trouvait à l'étroit derrière l'un, on en construisait un nouveau plus loin, ce qui agrandissait le territoire urbain. Le dernier fut installé au Ve siècle. C'est le rempart que les Turcs trouveront devant eux 10 siècles plus tard quand ils prendront la ville aux Byzantins. Les murailles ont connu plusieurs restaurations, avant, pendant et après la période ottomane. Les remparts sont un décor familier pour les habitants d'Istanbul. Ils font partie de la vie quotidienne. Les fossés ont été comblés et parfois transformés en potager. Une aubaine dans une ville qui manque d'espace. Les fortifications ont mieux résisté aux envahisseurs qu'à l'urbanisation. Certains immeubles y ont trouvé leur fondation. D'autres en ont retiré des matériaux à bon prix. De larges parties du rempart ont disparu à une époque où la pierre faisait défaut. Les façades des maisons ottomanes étaient d'ailleurs fabriquées en bois, un matériau qui n'a pas toujours supporté le vieillissement. À l'abri du rempart, les maisons ottomanes traditionnelles se reconnaissent à leurs encorbellements, c'est-à-dire que les étages supérieurs débordent sur la rue, soutenus par des corbeaux, des consoles. On gagne ainsi en espace et en clarté à l'intérieur des habitations. Au départ de la place Taksim, rayonnent 4 larges avenues. C'est le cœur de Beyoğlu, le centre névralgique de la ville moderne. Pour contrer la marée des véhicules, la ville a choisi de donner la priorité aux piétons dans la rue Istiklal. Seule exception, les tramways des années 1930 qui parcourent la rue sur toute sa longueur. Au début de l'époque ottomane, les premières ambassades européennes s'installèrent ici. Les amateurs de sucreries sont comblés par les spécialités turques. Un confiseur du nom de Hachi Bekir arriva à Istanbul à la fin du XVIIIe siècle. Depuis, ses descendants n'ont cessé d'élargir son répertoire aux douceurs subtiles. Ici règne le sucre, la pâte d'amande et les pistaches. Il a élevé sa grande spécialité au rang d'œuvre d'art, le loukoum. On le prépare sur place. Hande Celalian. On ne peut pas dire que le loukoum soit typiquement turc. C'est une confiserie vraiment traditionnelle au Moyen-Orient, aussi bien chez les Turcs que chez les Arabes. La recette du loukoum appartient au patrimoine historique. Le loukoum remonte peut-être à 500 ans. C'est une recette très ancienne. La recette actuelle date du XVIIIe siècle, l'époque où le sucre raffiné a commencé à être disponible. Γνώριζε καλά τον τρόπο να βρεθεί και πάλι στην κορυφή της Ελλάδας. Οι αγώνες σταθμοί για τη φετινή χρονιά έπρεπε να κερδιθούν και ήταν αυτοί που θα έκαναν τη διαφορά σε σχέση με τους διώκτες των Ερυθρών. Même si la ville se modernise, certaines traditions se perpétuent car elles ont aussi valeur de patrimoine.
Exemple, le hammam. La tradition du bain turc est très ancienne et certains établissements datent de plusieurs siècles. Le hammam a été conçu par la culture musulmane qui impose une propreté corporelle exemplaire. L'endroit était indispensable à l'époque où les salles de bain n'existaient pas. Le traitement commence par un nettoyage méthodique. L'eau chaude et la vigueur du savonnage laissent souvent le client inerte. Après le répit sur le marbre chaud, on enchaîne avec des massages énergiques. L'expérience est très physique, car la force du masseur s'exerce directement sur les muscles, les tendons et les articulations. Les doigts experts connaissent les points sensibles. Autre lieu de détente, le kahvehane, la maison de café où le narguilé occupe une place incontournable. L'instrument est très répandu en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient. Il porte des noms différents selon les pays, mais le fonctionnement est identique. Par un long tuyau, le fumeur aspire la fumée du tabac qui se consume dans la partie supérieure. Le tabac est brûlé par des charbons incandescents posés sur du papier d'aluminium. La fumée est filtrée dans un réservoir d'eau qui retient les résidus du tabac. L'endroit est essentiellement fréquenté par les hommes. Mais les temps changent. Le narguilé est convivial. Il resserre le lien social. Le plaisir du fumeur peut être accompagné d'une boisson chaude. Le café, très apprécié à l'époque ottomane, est concurrencé par le thé, souvent parfumé à la pomme. Si le thé est un breuvage qui désaltère, le bodza est une boisson très nourrissante. Typiquement turc, le bodza forme un liquide crémeux que l'on prépare avec une céréale fermentée, le millet. On le consomme de préférence quand les soirées sont fraîches, dans un verre saupoudré de cannelle. Dans le börek, un feuilleté fourré de légumes et de fromage, le plus spectaculaire, c'est la découpe. Les cireurs de chaussures sont nombreux et leur rôle ne se limite pas à cirer. Entre leurs mains expertes, une chaussure peut changer de couleur. La méthode consiste à enduire le cuir d'une teinture. Ensuite, on y met le feu pour fixer la couleur. C'est comme ça qu'on obtient une chaussure flambant neuve. Le travail de la laine et des autres matières textiles est aussi une tradition en Turquie. La durée de vie d'un bon tapis est très longue, mais cela exige parfois des réparations. C'est l'affaire d'artisans spécialisés. Les tapis turcs se répartissent en deux grandes catégories, les tapis noués et les tapis tissés. Les tapis ne sont pas fabriqués à Istanbul, mais une démonstration permet de comprendre la technique. Les fils tendus verticalement constituent la chaîne. Les fils transversaux composent la trame, les motifs du tapis. Les fils sont noués de manière différente, puis rasés pour obtenir la douceur du velours. Les tapis en soie très fine peuvent compter 1 million de nœuds par mètre carré. C'est 20 fois plus que pour un tapis de laine. Mujda Tersavas. Chez nous, en Turquie, quand on parle d'un tapis de soie, tout est en soie. Les fils de chaîne, les fils de trame et les nœuds sont toujours réalisés avec de la soie. Les motifs peuvent être géométriques ou floraux, cela dépend bien sûr de l'origine du tapis. Et vraiment, on est fiers de ce travail. Mais quelles sont les principales caractéristiques des tapis fabriqués en Turquie ? Pour nous, ce qui est important, c'est surtout les tapis nomades. Parce que dans les autres pays où l'on fait des tapis à la main, il y a également des tapis coton sur coton, lin sur coton.
ou même parfois coton mélangé avec de la soie. Mais en Turquie, nous avons une variété de provenances et de motifs incroyables, qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Lorsqu'on se déplace à Istanbul, tôt ou tard, il faut emprunter un pont. Le pont de Galata enjambe la rade de la Corne d'Or à l'entrée de la mer de Marmara. Le fort courant attire de nombreux poissons sous l'édifice, ce qui fait le bonheur des pêcheurs. Du producteur au consommateur, il n'y a qu'un étage. Au niveau inférieur du pont, des restaurants permettent de déguster le poisson frais. Les arrivages sont continus. Le pont de Galata conduit à la tour du même nom. Une tour construite par les Génois au milieu du XIVe siècle. Elle domine un quartier où la République de Gênes prospéra de manière autonome. Sous les frondaisons de la colline d'Eyüp, un café domine la Corne d'Or. On y prépare le café turc traditionnel. Dans les pays musulmans, le jour férié hebdomadaire est le vendredi. La Turquie fait exception à la règle et se repose le dimanche. Le dimanche, parcs et jardins publics sont envahis par les stambouliotes en mal de décontraction. Loin de la pollution, de la cohue et du vacarme de la ville, on se retrouve en famille autour du barbecue. Beaucoup de jeunes femmes respectent les codes vestimentaires de l'islam. Elles les appliquent toutefois d'une manière moins rigoureuse que leurs aînés. Pour la fin du repas, l'eau du thé chauffe dans la bouilloire portative. Les petits Turcs partagent les passions de tous les enfants de leur âge. Mais s'ils appartiennent à une famille pratiquante, leur vie est marquée par un événement important. Il s'agit d'un rite initiatique qui accompagne le passage de l'enfant vers l'âge adulte. La circoncision. Le petit garçon porte des habits rituels. Avant la cérémonie, sa famille le conduit traditionnellement à la mosquée d'Eyüp, où l'on se recueille devant le tombeau d'un compagnon du prophète. Le recueillement est de mise également dans le couvent des derviches tourneurs. Les religieux appartiennent à une confrérie musulmane fondée au XIIIe siècle. Leur toque en poil de chameau symbolise une pierre tombale. Ils exécutent une danse aux origines mystérieuses. Dans le Semahane, la salle de danse, les derviches commémorent le décès de leur maître fondateur, un théologien surnommé Mevlana. Ils sont vêtus de blanc, car le blanc est couleur de deuil chez les musulmans. Tout en suivant une trajectoire circulaire, les derviches tournent inlassablement sur eux-mêmes. Ils pivotent sur le pied gauche et dans leur rotation poursuivent un objectif très précis. Nail Kessova est le maître des derviches. Les danseurs essaient d'exprimer le niveau spirituel de l'humanité. Cette cérémonie rappelle que tout tourne. Les atomes, les galaxies, tout tourne et nous croyons que tourner, c'est une manière de rendre hommage à Dieu. Pour beaucoup de saints, tourner, c'est comme prononcer Allah, Allah. Dieu, Dieu. C'est répéter le nom de Dieu.
Donc nous nous joignons ici au reste de l'univers qui tourne pour glorifier Dieu. Le derviche parvient ainsi à l'extase et à fusionner avec Dieu. La main droite, levée en direction du ciel, capte la grâce divine qui est transmise à la terre par la main gauche tournée vers le sol. Les Turcs vouent un véritable culte au pigeon. Ils le considèrent comme un animal bénéfique et lui procurent protection et nourriture. L'oiseau fait l'objet de toutes les attentions car il a rendu de précieux services dans le passé. Il a notamment servi de messager à l'époque des croisades, renseignant les musulmans sur les mouvements des troupes chrétiennes. Vue du ciel, la mosquée du sultan Ahmet impressionne par sa légèreté. Jusqu'au siècle dernier, elle fut le point de départ des pèlerins qui partaient vers la Mecque. Les coupoles descendent en cascade jusque dans la cour d'entrée. La construction est à la fois massive et élégante. La mosquée a été réalisée au début du XVIIe siècle et très vite, elle est devenue une référence de l'architecture musulmane. La lumière se répand largement à l'intérieur grâce aux nombreuses fenêtres, à l'origine garnies de vitraux. Certaines couleurs se sont estompées avec le temps, mais la luminosité de la mosquée reste irréelle. Cette lumière particulière est encore accentuée par le choix des matériaux décoratifs et par l'harmonie qui s'en dégage. Les vitraux restaurés, les calligraphies et surtout les revêtements en carreaux de faïence. Les dominantes de vert et de bleu dans les motifs ont valu à l'édifice d'être surnommé la mosquée bleue. La construction de la mosquée bleue fut un pari, un défi audacieux lancé pour rivaliser avec la basilique chrétienne Sainte-Sophie, édifiée plus de 1000 ans auparavant. Ces minarets ont été ajoutés par les Ottomans, qui ont transformé le chef-d'œuvre byzantin en mosquée le jour même de leur accession au pouvoir. La basilique est devenue un musée. Les somptueuses mosaïques byzantines à fond d'or sont intactes. Elles associent les images chrétiennes et les symboles musulmans dans un curieux voisinage où émergent les noms d'Allah et de Mahomet. Sur le minbar se tenait le prédicateur lors de la prière musulmane et la niche appelée mihrab indique toujours la direction de la Mecque. Les aménagements voulus par les musulmans pour leur culte ont été progressifs et ont respecté la structure du bâtiment. L'urne d'albâtre servait aux ablutions des fidèles. Les mosaïques sont aujourd'hui débarrassées de la couche d'enduit qui les recouvrait au XVIIIe siècle. Ce camouflage, décidé par le sultan en personne, les a sans doute protégées du temps et de ses dommages. À côté de la basilique, une immense salle souterraine faisait fonction de citerne à l'époque byzantine. La voûte est soutenue par une incroyable forêt de colonnes prélevées dans des temples antiques. Deux têtes renversées du monstre grec Méduse ont été utilisées pour équilibrer des colonnes de hauteurs différentes. Dans la mythologie, le regard de Méduse changeait les ennemis en pierre. À proximité immédiate des lieux de culte, les sultans ont résidé dans le fastueux palais de Topkapi pendant 4 siècles. Le bâtiment fut construit quelques années après la chute de Byzance. Chaque sultan y apporta sa contribution personnelle, une bibliothèque, une salle d'audience,
ou un kiosque, le mot turc qui désigne un pavillon de jardin. Les fabuleux objets ornés de pierres précieuses et les cuisines monumentales donnent une idée du train de vie somptueux mené à la cour du sultan. Jalousement protégé des regards et des intrusions, le harem hébergeait les épouses et les concubines du sultan. Les femmes étaient surveillées par des eunuques. Autour de la cour des favorites sont réparties les chambres des épouses légitimes. L'islam permet à un homme d'épouser 4 femmes, à condition de les entretenir. Le sultan pouvait aller jusqu'à 7, sans compter les concubines. Les lieux les plus intimes n'étaient pas à l'abri des complots. Ainsi, la salle de bain personnelle des sultans est protégée par une grille, car plusieurs d'entre eux furent assassinés dans leur bain. Les femmes du harem n'étaient pas toujours soumises. Dans la chambre du sultan Mourad III, par exemple, qui régna au XVIe siècle, elles imposèrent leurs lois et influencèrent les décisions de la cour. Topkapi fut abandonné par les sultans qui lui préférèrent le palais de Dolmabahçe au milieu du XIXe siècle. Le bâtiment s'est inspiré des résidences habitées par les monarques européens à l'époque. L'architecture ottomane y a perdu son âme. Pour l'Empire, le chant du cygne a commencé. À quelques détails près, on se croirait transporté dans un édifice néo-baroque en Autriche, en Angleterre ou en France. L'intérieur donne la même impression. Et pour cause, puisque la décoration a été confiée à des Européens qui n'ont pas lésiné sur le cristal de Baccarat et le mobilier de Bohême. Mais nous sommes bien à Istanbul et le sultan dispose d'un hammam. Le travail du marbre ne déparerait pas au château de Versailles. Avec la République, le palais devint une résidence présidentielle. Istanbul, c'est le pouvoir, la religion, mais aussi le commerce. Le Grand Bazar couvre une surface 3 fois plus vaste que Dolmabahçe, une fierté pour les marchands. Mourad Bilir. Le Grand Bazar, le marché couvert, est le plus ancien et le plus grand marché couvert au monde. Il a été créé à l'époque des sultans ottomans. Ils voulaient créer un lieu sûr pour les vendeurs et les marchands pour qu'ils puissent y travailler. Certaines parties du Grand Bazar remontent au IXe siècle. Mais le commerce a véritablement débuté après la conquête ottomane. Incendies et tremblements de terre n'ont pas réussi à décourager les marchands, qui travaillent par secteurs d'activité bien délimités. De nombreuses épices et plantes aromatiques étaient jadis importées, parfois d'Extrême-Orient. C'était le cas du thé, mais aujourd'hui, les Turcs possèdent leurs propres plantations. Sur les échoppes, les produits alternent par les formes, les provenances ou les utilisations. Entre l'Orient et l'Occident, Istanbul a permis la synthèse. Les essences les plus rares, les parfums les plus subtils tourbillonnent dans les allées du Grand Bazar. L'odeur du café flotte ici depuis le XVIe siècle. C'était la boisson favorite à l'époque ottomane. La juxtaposition des cultures a suscité des créations originales. Au lieu d'opposer les religions principales, l'artiste les réunit dans un même travail créatif. Les symboles se confondent. Les religions sont multiples, mais la foi est unique. L'islam a interdit la représentation d'Allah ou des êtres animés par des images. Les artistes se sont donc réfugiés dans l'abstraction. Comme il n'était pas interdit d'écrire le nom d'Allah, les peintres et les graveurs ont appris la calligraphie.
Senay Bostanci utilise la technique de l'enluminure pour décorer ses œuvres. Pour le moment, je me contente d'appliquer de l'or. Après, avec cet instrument, on va faire briller l'or. Puis, avec un pinceau très fin, avec ce qu'on appelle de l'encre de suie, on va faire les contours. Et après, on va appliquer la peinture de fond. C'est comme ça qu'on apporte la dernière touche à ce travail. Les motifs floraux sont nombreux dans les arts décoratifs. Une fleur doit son nom à un mot turc et à sa ressemblance avec le turban, la tulipe. L'artiste utilise différentes peintures à l'huile qui flottent sur un bassin d'eau. Sans intervention extérieure, elles ne se mélangent pas. Une fois la composition terminée, elle se reproduit en quelques secondes sur une feuille de papier. Le papier marbré remonte au XVe siècle en Turquie. À l'origine, les couleurs étaient fournies par des pigments naturels dilués dans une résine. Au XVIIIe siècle, la tulipe se répandit dans les jardins et dans toutes les formes de l'art ottoman. À l'époque, elle était inconnue en Europe. La fleur devint le symbole d'une période prospère et insouciante. Dans l'histoire du pays, on l'a baptisée l'ère des tulipes. En remontant le Bosphore vers le nord, on dépasse la mosquée Medjidiye, établie à un endroit jadis appelé les clés du Bosphore. Aujourd'hui, le pont du Bosphore est une des clés qui permettent le passage de l'Europe vers l'Asie. Presque sous le pont se blottit le quartier d'Ortaköy. L'atmosphère décontractée et ses bouquinistes entretiennent ici une ambiance proche du quartier latin parisien. L'autre pont suspendu, le pont du Conquérant, enjambe le Bosphore là où il est le plus étroit. Les rives du Bosphore sont protégées d'une urbanisation anarchique par des lois très sévères. La hauteur des constructions et leur distance par rapport à l'eau sont strictement contrôlées. Une véritable gageure dans un pays où existe la tradition du Gecekondu, l'art de construire une maison sans permis, en cachette. Le jeu de cache-cache inspire aussi le dauphin et le cormoran. Avec leur accès direct à l'eau, les célèbres yalis, les maisons traditionnelles en bois, sont devenues très recherchées et forcément hors de prix. Inutile de dire que les authentiques yalis de l'époque ottomane sont peu nombreuses. Mais les copies qu'elles ont inspirées soutiennent la comparaison. Aujourd'hui, l'animation des rues repose en grande partie sur les multiples possibilités de se restaurer. Tous les goûts s'y retrouvent tant les ingrédients sont variés. Les moules sont consommés nature ou farcis. La gözleme est une large crêpe traditionnelle farcie de viande, de fromage ou d'épinards. Elle est cuite en principe au feu de bois. Le marchand de glace est un remarquable jongleur, doublé d'un sacré farceur. Ici, la glace se mérite. La technique des vendeurs pour proposer leurs marchandises et se faire payer est une spécialité locale.
À Istanbul, les feuilles de vigne blanchies à l'eau bouillante sont farcies de riz. Pour effeuiller l'artichaut, il suffit de quelques secondes. Istanbul change d'une saison à l'autre. Au mois de mai, le quartier gitan d'Ahir Kapı est pris d'une grande agitation. C'est la fête d'Hydralèse, la fête du printemps. La fête est l'occasion de formuler un ou plusieurs vœux rédigés sur un morceau de papier. Les vœux prononcés lors de la fête d'Hydralèse seront exaucés pendant la nuit. Réussite, santé, amour, tout est possible. Et on peut toujours ajouter une précision au dernier moment. Mais une fois la nuit tombée, le sort en est jeté. Et pour favoriser le sort, on fait la fête une bonne partie de la nuit. Dans la mer de Marmara, à une demi-heure de bateau, apparaissent les îles des Princes, un archipel de 9 îles. Elles doivent leur nom aux princes byzantins qui y séjournèrent en villégiature ou en résidence surveillée. Büyükada est la plus grande d'entre elles. Le ferry débarque ses passagers dans un autre monde, car l'automobile y est prohibée. Moyen de locomotion, le vélo ou l'attraction chevaline. Les équipages en tout genre se croisent dans les rues qui composent un décor de 19e siècle. Les familles aisées d'Istanbul y possèdent souvent une résidence secondaire. Beaucoup de maisons ont été superbement restaurées. Elles ont été construites en bois, en raison de l'absence de pierre. Au milieu des pins, il faut faire un gros effort d'imagination pour se rappeler que la grande ville se trouve à une vingtaine de kilomètres à peine. Le troupeau prend le frais dans le sous-bois. Depuis l'Antiquité, la vie des bergers n'a pas changé. Quelques broussailles et quelques têtes de bétail suffisent à leur bonheur. Istanbul jette ses bras au-delà du détroit. Elle étreint deux mondes malgré les tourbillons et les remous de l'histoire. La ville ne tient qu'à un fil tendu entre les différentes communautés. Un fil solide qui réunit les continents proches et les cultures lointaines.